Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo BD. Le festival de Colomiers se tiendra les 18, 19 et 20 novembre prochains. En invité d'honneur, il y a Pénélope Bagieux et en toulousain, vous pourrez voir Cyril Pomès ou encore Halim Mahmoudi. Une des invitées phares sera Anna Miralles, la dessinatrice de Jean, qui revient avec une aventure qui s'appelle Muraka. Après celle que je ne suis pas, après celle que je voudrais être, voici celle que je suis. C'est la série de Vanida, elle viendra signer le tome 3 au Festival de Colomiers, mais aussi dans la librairie Album le 18 novembre. Et enfin, dernière nouvelle, l'équipe de Chimère, autrement dit Vincent au dessin et Pierrot le coloriste, viendront dédicacer dans la librairie Album, cette fois-ci le 19 novembre, c'est un samedi. Voilà, et maintenant, suite des événements avec un Toulousain. Orne Péréard, dessinateur toulousain, a sorti le premier tome d'un diptyque intitulé Le port de la Lune chez Vent d'Ouest, scénarisé par Corbeyran. Une enquête menée par une équipe de police bordelaise dont le seul élément féminin est Maya, une jeune sourde. Travailler avec Corbeyran, comment ça se passe? Je travaille presque depuis mes débuts avec lui, donc non, pour moi c'est pas très compliqué, au contraire. Ça passe très bien maintenant, j'arrive à peu près suivre ce qu'il veut, on est dans les mêmes directions, donc non, ça va. C'est son point de vue à elle central, mais c'est toute l'équipe. Il y a vraiment un côté psychologique sur tous les personnages. Donc on va en suivre d'autres de la brigade de temps en temps, et c'est pas forcément elle centrale toujours. On y va calmement, on installe. C'est quelque chose qui reste assez doux. Je sais que j'ai travaillé sur des projets beaucoup plus sombres, celui-là les moins. Et c'est vraiment à placer les personnages. Il faut les installer parce qu'ils avaient leur importance. Au-delà de l'intrigue, il y avait ça aussi qui jouait. Chaque élément de la brigade mène une enquête. Et alors, quoi qu'il y en a qui n'ont peut-être pas lu, donc je ne vais pas dire. Je n'en dirai pas plus. Mais tout se passe au même endroit sans que les personnes le sachent réellement. Parce que l'architecture, tu fais tout à la main, mais... Non, tout à la main. Si on regarde bien, il n'y a aucune ligne vraiment droite. C'est plutôt très tordu. Mais c'est l'ensemble qui donne vraiment une droiture. La palette graphique, c'est bien pour ça, c'est qu'on peut aller vraiment très profond dans le détail et en sortir. Donc dans tout ce qui est architecture, par exemple, j'étais obligé de tout montrer. Et non, du coup, c'est une autre gymnastique, auquel je suis moins habitué, moi. Certaines planches étaient assez dures, longues surtout. Ouais. Mais non, ça me plaît pas mal. Mais Bordeaux, c'est une ville que j'aime bien, donc ça ne me dérange pas de la dessiner. Dans le port de la Lune, certaines pages très oniriques et aquarellées numériquement viennent ponctuer ou casser le récit réaliste. Des pages qui plongent le lecteur entre le rêve et le cauchemar. C'est entre les deux, c'est vrai que c'était voulu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment sur ces pages-là qu'est-ce que c'est, pourquoi ça intervient, qu'est-ce que ça va représenter à la fin. Donc on laisse le mystère encore sur le premier tome et il y aura la réponse dans le deuxième. Ah, ça fait une fausse aquarelle? En fait, c'est du noir et je taille en gommant en fait, avec la pelle graphique. Donc il y a une opacité moindre et en fait c'est comme avec le stylet, on peut plus ou moins appuyer pour avoir un trait plus ou moins enfoncé, plus gros ou pas. En fait, je joue là-dessus. Pinceau. Voilà. En délicat. C'est une technique que j'utilise qui est de 2 feutres pinceaux. Un qui fait du noir et un qui fait des grisés en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartouche d'encre dessus, j'utilise juste de l'eau et j'aquarelle le noir que j'ai posé. Et cette technique-là, c'est celle que j'ai utilisée ici, dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est du noir où je creuse du blanc, mais c'est mes séances de dédicace qui m'inspirent certaines techniques que j'utilise à la palette graphique. La Conjuration des Vengeurs, tome 1, un polar ésotérique où l'on parle de franc-maçonnerie, de loges et d'assassinats de grands maîtres. Un monde souterrain et codé s'ouvre devant nos pieds et nos yeux. La Conjuration des Vengeurs de Cyril Ternon et Joël Savet chez Glénat. Elle est belle, sexy et se sert de son corps comme d'une arme, mais elle va tomber sur plus roublard qu'elle. Adios muchachos parle d'une gineteras, ces jeunes filles de Cuba qui chassent le touriste. Alicia va entrer dans le sexe déviant par la grande porte. Cadavre, argent et folie se rencontrent dans ce polar.
de Bassilieri, Mats et Daniel Chevaria, édité chez Rivage Casterman Noir. Fin du diptyque désespéré Back to Perdition. L'Australie, son racisme ordinaire, ses fermes de crocodiles, ses rites et ses croyances, tout ça sous un déluge apocalyptique. Mary et Wenders signent une BD noire entre Famille je vous hais et Affreux sale et méchant sur fond de nature sauvage. Les éditions Delcourt continuent leur saga sur le chiffre 7. Pour la saison 2, il y aura du 7 dragons, 7 détectives, 7 naufragés et le tout récent 7 clones, sous-titré « 7 hommes doivent tuer le président de l'humanité ». Tout un programme. Adam et Ève et les interdits. Qu'il est difficile d'apprendre les règles morales quand on découvre ce que l'on a entre les jambes. Prototype de Ralph Koenig chez Glénat est un bestiaire avec un serpent farfelu et d'autres animaux qui ne comprennent pas bien ce que veut Dieu qui lui parle beaucoup. Spirou et Fantasio par Johan Evelman, tome 52, La face cachée du Z. Tiens, Zorglub est gentil, tiens, nous sommes sur la Lune dans un parc d'attractions pour les riches. C'est vif, plutôt inattendu, et méfiez-vous donc du Spirou-Garou, mais à l'Octo BD, cette aventure nous laisse un peu sur notre faim. Un côté tout ça pour ça. Peut-être préférions-nous le Alerte aux Orcons, peut-être d'ailleurs sommes-nous trop Zorcons pour comprendre ce tome 52.